Le 19 mai 1536, à 9 heures du matin, Anne Boleyn pose sa tête sur le billot. Le bourreau français lève son épée. Mais ce qui se passe dans les secondes qui suivent sa mort va transformer la Tour de Londres en l'un des lieux les plus hantés du monde. Parce qu'Anne Boleyn n'est jamais vraiment partie. Et ce que les gardiens voient la nuit dans les couloirs de la tour pourrait te glacer le sang. Tu connais peut-être Anne Boleyn comme la deuxième femme d'Henri VIII, celle qui a perdu sa tête. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'Anne Boleyn était bien plus qu'une victime de l'histoire. Elle était une femme qui a osé défier le roi le plus puissant d'Europe, qui a changé la religion de toute l'Angleterre et qui a refusé de se soumettre jusqu'à son dernier souffle. Et c'est précisément cette force, cette détermination absolue qui pourrait expliquer pourquoi son esprit refuse encore aujourd'hui de quitter les lieux de son exécution. Imagine la scène, nous sommes au début du XVIe siècle et Anne Boleyn arrive à la cour d'Angleterre après avoir passé des années en France. Elle est différente des autres femmes de la cour. Elle a de l'esprit, elle sait lire, elle joue de la musique, elle danse avec une grâce qui fascine. Mais surtout, elle a quelque chose dans le regard, une intensité qui attire l'attention du roi Henri VIII. Et quand Henri VIII pose les yeux sur quelqu'un, cette personne ne peut plus échapper à son destin. Le roi est déjà marié à Catherine d'Aragon, mais son mariage est devenu une prison pour lui. Catherine ne lui a pas donné le fils qu'il désire désespérément. Henri veut un héritier mâle, et il veut Anne Boleyn. Mais Anne ne cède pas. Contrairement aux autres femmes qui se laissent séduire par le roi, Anne refuse de devenir simplement sa maîtresse. Elle veut le mariage, la couronne, le pouvoir. Et cette audace, cette ambition sans limite, va déclencher l'une des plus grandes révolutions religieuses de l'histoire. Pour épouser Anne, Henri VIII doit divorcer de Catherine. Mais l'Église catholique refuse, le pape ne cédera pas. Alors Henri fait quelque chose d'impensable. Il rompt avec Rome. Il crée l'Église d'Angleterre. Il se proclame chef suprême de cette nouvelle Église. Tout cela pour une femme, pour Anne Boleyn. Tu comprends maintenant pourquoi elle n'était pas une femme ordinaire. Elle a littéralement changé le cours de l'histoire européenne. En 1533, Anne devient enfin reine d'Angleterre. Elle est enceinte et tout le monde attend un prince. Henri a tout sacrifié pour elle et maintenant elle doit lui donner ce fils tant espéré. Mais quand l'enfant naît, c'est une fille. Élisabeth. Une déception monumentale pour Henri, même s'il essaie de cacher sa frustration. Anne a encore du temps, elle peut encore avoir un fils. Mais les mois passent et les choses commencent à mal tourner. Anne fait plusieurs fausses couches. Henri commence à se lasser. La passion qu'il ressentait pour elle s'éteint lentement, remplacée par quelque chose de plus sombre, le ressentiment. Il a défié le pape pour elle, il a provoqué un schisme religieux, et maintenant, elle ne peut même pas lui donner un héritier mâle. Henri commence à regarder ailleurs. Il remarque Jane Seymour, une dame de compagnie d'Anne, douce, soumise, tout ce qu'Anne n'est pas. Et c'est là que le piège commence à se refermer sur Anne Boleyn. Parce qu'Henri VIII ne divorce pas simplement de ses femmes quand il s'en lasse, il les détruit. Et pour détruire Anne, il va utiliser l'arme la plus terrible qui soit, l'accusation de trahison. Au printemps 1536, moins de 3 ans après son couronnement, Anne est arrêtée. Les accusations sont monstrueuses, adultère avec 5 hommes différents, dont son propre frère. Inceste, complot pour assassiner le roi, des charges si horribles qu'elles semblent presque incroyables. Et c'est exactement le problème. Ces accusations sont probablement des mensonges, fabriqués par Thomas Cromwell, le conseiller d'Henri, pour donner au roi une raison légale de se débarrasser d'Anne. Mais dans l'Angleterre du XVIe siècle, quand le roi veut ta mort, la vérité n'a plus d'importance. Anne est conduite à la Tour de Londres, le même endroit où elle avait séjourné avant son couronnement, quand elle était au sommet de sa gloire. Maintenant, elle y entre comme prisonnière, sachant que peu de gens ressortent vivants de cet endroit. La Tour de Londres n'est pas simplement une prison. C'est un symbole de pouvoir royal, un lieu où les ennemis du roi disparaissent.
Ces murs épais ont vu passer des centaines de prisonniers, et beaucoup y ont trouvé la mort. Anne est enfermée dans les appartements royaux, ironiquement les mêmes chambres qu'elle avait occupées avant son mariage. Elle peut voir par la fenêtre l'échafaud qu'on est en train de construire pour elle. Imagine ce que cela fait de regarder les charpentiers assembler la structure qui va mettre fin à ta vie. Anne sait qu'elle va mourir. Elle le sait dès le premier jour. Le procès est une farce. Tout le monde le sait. Les hommes accusés avec elle sont torturés jusqu'à ce qu'ils avouent des choses qu'ils n'ont jamais faites. Son propre oncle, le duc de Norfolk, préside le tribunal qui la condamne. La trahison est partout. Henri a déjà décidé de son sort avant même que le procès commence. Le verdict tombe comme une guillotine, coupable de trahison. La sentence, mort par décapitation. Mais Henri fait quelque chose d'étrange. Il commande un bourreau spécial de Calais, un expert français qui utilise une épée plutôt qu'une hache. C'est censé être une faveur, une exécution plus rapide, plus propre. Mais pour Anne, c'est juste une autre manipulation. Henri veut paraître miséricordieux, même en la tuant. Il veut que l'histoire se souvienne de lui comme d'un roi juste, pas comme d'un tyran qui assassine sa femme parce qu'elle ne lui a pas donné de fils. Les derniers jours d'Anne dans la tour sont un mélange de terreur et de dignité. Elle pleure, elle prie, elle oscille entre l'espoir désespéré d'un pardon qui ne viendra jamais et la résignation face à son destin. Mais quelque chose change en elle dans ces dernières heures. Elle trouve une force, une clarté. Elle décide que si elle doit mourir, elle mourra comme une reine. Elle ne suppliera pas, elle ne s'effondrera pas. Elle affrontera la mort avec courage, et cela, personne ne pourra le lui enlever. Le matin du 19 mai 1136, Anne Boleyn se prépare pour sa mort. Elle porte une robe grise, simple mais élégante. Ses cheveux sont relevés, dégageant sa nuque pour faciliter le travail du bourreau. Elle demande à ses dames de compagnie de ne pas pleurer, de rester fortes pour elle. Puis elle sort de sa cellule et marche vers l'échafaud qui a été dressé sur Tower Green, une pelouse privée à l'intérieur des murs de la tour. Seules quelques personnes sont autorisées à assister à l'exécution. Henri ne veut pas de foule, pas de témoins incontrôlables. Anne monte les marches de l'échafaud avec une grâce qui impressionne même ses ennemis. Elle se tient devant la petite foule et elle prononce ses derniers mots. Elle ne proteste pas de son innocence, elle ne dénonce pas Henri. Elle parle de manière neutre, presque diplomatique, remerciant le roi d'avoir été un bon et doux souverain. Mais ceux qui écoutent attentivement peuvent entendre l'ironie glaciale dans sa voix. Elle sait que ces mots seront rapportés à Henri et elle refuse de lui donner la satisfaction de l'avoir brisé. Elle retire sa coiffe et ses dames lui attachent un bandeau sur les yeux. Anne s'agenouille, positionne sa tête et répète une prière. « Jésus, reçois mon âme. Seigneur Jésus, reçois mon âme. » Le bourreau a caché son épée sous de la paille pour qu'Anne ne la voie pas et ne panique pas au dernier moment. Il s'approche silencieusement. En une fraction de seconde, l'épée fend l'air. La tête d'Anne Boleyn tombe. Le sang éclabousse l'échafaud. Et Anne, la femme qui a défié un roi, qui a changé une nation, n'est plus. Mais voilà où l'histoire devient vraiment étrange, parce que la mort d'Anne Boleyn n'est pas la fin. C'est juste le commencement. Le corps d'Anne Boleyn est ramassé sans cérémonie et placé dans une vieille caisse à flèches, car personne n'a pensé à préparer un cercueil pour une reine déchue. Elle est enterrée dans la chapelle royale de Saint-Pierre-aux-Liens, à l'intérieur de la tour de Londres, sans pierre tombale, sans marque, comme si on voulait effacer jusqu'à son souvenir. Henri VIII se remarie avec Jane Seymour 11 jours plus tard. 11 jours. C'est tout ce qu'a valu la vie d'Anne pour lui. Mais si Henri pensait qu'Anne disparaîtrait dans l'oubli, il se trompait lourdement. Les premières apparitions du fantôme d'Anne Boleyn commence presque immédiatement après sa mort. Les gardes de la tour rapportent des choses étranges. Une silhouette de femme en robe grise qui marche sur Tower Green la nuit, précisément à l'endroit où se trouvait l'échafaud. Une présence froide dans la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens, là où Anne est enterrée. Des murmures, des pleurs, le bruissement d'une robe sur les dalles de pierre.
Au début, les gardes n'osent pas en parler ouvertement. Qui croirait qu'une reine morte revient hanter les lieux de son exécution? Mais les témoignages s'accumulent, génération après génération de gardes, tous décrivant la même chose. Ce qui rend ces apparitions particulièrement troublantes, c'est leur cohérence. Ce n'est pas une histoire qui change selon qui la raconte. C'est toujours la même femme, toujours au même endroit, toujours avec les mêmes caractéristiques. Une robe sombre, des cheveux relevés, un visage pâle et surtout un regard intense et mélancolique. Certains témoins disent qu'elle porte sa tête sous son bras, une image macabre qui correspond parfaitement à la nature violente de sa mort. D'autres affirment qu'elle apparaît intacte, comme si elle cherchait encore quelque chose. Comme si elle n'avait pas fini ce qu'elle devait accomplir dans ce monde. L'une des apparitions les plus célèbres date du 19e siècle. Un garde patrouillait près de la Tour Blanche, le bâtiment central de la forteresse, quand il vit une lumière étrange émaner de l'intérieur de la chapelle Saint-Pierre aux Liens. Les portes étaient fermées à clé, personne ne devait s'y trouver. Intrigué et inquiet, il monta sur une échelle pour regarder par l'une des fenêtres. Ce qu'il vit le fit presque tomber de terreur. Une procession lumineuse traversait la chapelle. Des hommes et des femmes en costume d'époque marchaient lentement entre les bancs, et en tête de cette procession se trouvait une femme en robe de reine, reconnaissable entre toutes, Anne Boleyn. La procession continua pendant plusieurs minutes, puis disparut soudainement, comme si quelqu'un avait éteint une lumière. Le garde, secoué et tremblant, rapporta l'incident à ses supérieurs. On aurait pu croire qu'il serait puni pour avoir inventé une histoire aussi folle, mais il fut pris au sérieux. Trop d'autres gardes avaient vu des choses similaires. Mais pourquoi Anne Boleyn entrait-elle la tour de Londres? C'est la question que tout le monde se pose. Il existe plusieurs théories, et chacune révèle quelque chose de profond sur la nature du traumatisme et de l'injustice. La première théorie, la plus évidente, est que les morts violentes et injustes créent des fantômes. Anne Boleyn n'est pas morte de maladie ou de vieillesse. Elle a été assassinée sur ordre du roi qu'elle aimait, accusée de crimes qu'elle n'a presque certainement pas commis, condamnée par un système judiciaire corrompu. Sa mort était une trahison absolue. Et selon les croyances anciennes, ce genre de mort laisse une marque indélébile sur le monde, une cicatrice énergétique qui refuse de guérir. La deuxième théorie est plus psychologique. Anne Boleyn était une femme de volonté exceptionnelle. Elle a passé des années à lutter pour obtenir ce qu'elle voulait, défiant les conventions sociales, les lois religieuses, les attentes de son époque. Elle n'était pas le genre de personne à accepter passivement son sort. Alors peut-être que son esprit, cette force de caractère qui la définissait, refuse encore aujourd'hui d'accepter ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'elle revient encore et encore sur les lieux de sa mort, cherchant une justice qu'elle n'obtiendra jamais, ou simplement incapable de lâcher prise. Il y a aussi une troisième théorie, plus sombre, plus troublante. Certains chercheurs en paranormal pensent que la tour de Londres elle-même est un piège pour les esprits. Avec ses murs épais, ses salles de torture, ses cachots souterrains, la tour a été le théâtre de tellement de souffrances au fil des siècles qu'elle est devenue une sorte de réservoir d'énergie négative. Les morts violentes y sont tellement nombreuses que les frontières entre notre monde et l'au-delà se seraient affaiblies. Anne Boleyn ne serait pas seule à hanter la tour. D'autres esprits y errent également. Lady Jane Grey, exécutée à l'âge de 17 ans après avoir régné pendant 9 jours. Margaret Pole, comtesse de Salisbury, exécutée à 67 ans dans des circonstances atroces. Guy Fawkes, torturé dans les donjons avant son exécution. La tour de Londres serait un carrefour entre le monde des vivants et celui des morts. Mais revenons à Anne. Ce qui rend ces apparitions particulièrement fascinantes, c'est qu'elles ne se limitent pas à la tour de Londres. Anne Boleyn a également été vue dans d'autres endroits liés à sa vie. Au château de Hever, sa maison d'enfance dans le Kent, des visiteurs rapportent avoir vu une femme en robe Tudor marcher près du lac ou traverser les jardins.
Au château de Windsor, où Anne a passé du temps avec Henri, on dit qu'elle apparaît dans une pièce spécifique, regardant par la fenêtre comme si elle attendait quelqu'un. Et à Blickling Hall, un autre lieu associé à sa famille, elle apparaîtrait chaque année à l'anniversaire de sa mort, arrivant dans un carrosse tiré par des chevaux sans tête, tenant sa propre tête décapitée sur ses genoux. Une image cauchemardesque, certes, mais qui correspond à la violence de son destin. Ce qui unit toutes ces apparitions, c'est un sentiment de tristesse profonde. Anne Boleyn ne semble pas être un esprit vengeur ou malveillant. Elle n'attaque personne, elle ne cherche pas à faire du mal. Elle apparaît simplement silencieuse, mélancolique, comme si elle était prisonnière d'un moment qu'elle ne peut pas dépasser. C'est cette qualité humaine, cette vulnérabilité qui transparaît même dans la mort, qui rend son fantôme si poignant. Ce n'est pas juste une histoire de fantôme effrayante, c'est une tragédie qui continue de se répéter. Et puis, il y a les témoignages modernes. On pourrait penser que les apparitions de fantômes appartiennent au passé, à une époque plus superstitieuse. Mais non, même au XXIe siècle, des gens continuent de voir Anne Boleyn. En 2015, un groupe de touristes visitant la Tour de Londres a pris une photo près de l'endroit où se trouvait l'échafaud. En examinant la photo plus tard, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Une silhouette translucide en arrière-plan, une femme en robe ancienne qui n'était pas là quand ils avaient pris la photo. Coïncidence? Trucage? Ou quelque chose de plus inexplicable? Les gardiens de la tour, appelés Yeoman Warders ou Beefeaters, prennent ces histoires très au sérieux. Beaucoup d'entre eux ont eux-mêmes vécu des expériences étranges pendant leur ronde nocturne. Des portes qui s'ouvrent toutes seules, des bruits de pas dans des couloirs vides, une sensation soudaine d'être observé. Et toujours, cette présence féminine, cette énergie qui semble concentrée autour de Tower Green et de la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens. Certains gardiens admettent en privé qu'ils évitent certaines zones de la tour la nuit, pas par peur irrationnelle, mais par respect pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas complètement, mais qu'ils savent être réel. Alors, est-ce que tout cela prouve que les fantômes existent? Non, pas de manière scientifique, mais voilà ce qui est indéniable. Des centaines de personnes sur une période de près de 5 siècles ont rapporté avoir vu ou ressenti la présence d'Anne Boleyn dans les lieux liés à sa vie et à sa mort. Ces témoignages traversent les époques, les classes sociales, les niveaux d'éducation. Des gardes, des touristes, des historiens, des sceptiques même, tous décrivent la même chose. Il y a une constance dans ces récits qui est difficile à ignorer. Et peut-être que la vérité n'est pas de savoir si Anne Boleyn hante vraiment la Tour de Londres, mais de comprendre pourquoi nous avons besoin de croire qu'elle le fait. Pour vraiment comprendre pourquoi Anne Boleyn continue de fasciner autant, il faut regarder au-delà de la simple question des fantômes. Anne Boleyn n'est pas seulement un esprit qui hante la Tour de Londres. Elle est devenue un symbole, une figure qui représente quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle incarne l'injustice, la trahison, le pouvoir destructeur de la jalousie et de l'ambition masculine. Et dans notre époque moderne, où nous réexaminons constamment l'histoire pour y chercher les voix des opprimés, Anne Boleyn résonne avec une force particulière. Pense à ce qui lui est arrivé. Anne était une femme brillante, éduquée, ambitieuse, qui a osé viser le sommet du pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Elle a réussi à devenir reine d'Angleterre, un accomplissement extraordinaire pour quelqu'un qui n'était pas d'origine royale. Mais son succès même est devenu sa condamnation. Quand elle n'a pas pu donner à Henri ce qu'il voulait, quand elle a cessé d'être utile, elle a été éliminée avec une efficacité brutale. Et les accusations portées contre elle, adultère et inceste, étaient précisément le genre de crimes sexuels qui détruisent la réputation d'une femme de manière irréversible. Henri ne voulait pas simplement se débarrasser d'Anne. Il voulait salir son nom, effacer son héritage, faire d'elle un exemple terrifiant pour toute femme qui oserait défier l'autorité masculine. Mais voilà le paradoxe magnifique et tragique. En essayant de détruire Anne, Henri l'a rendue immortelle. Sa fille, Élisabeth, celle dont la naissance avait tant déçu Henri, est devenue l'une des plus grandes reines que l'Angleterre ait jamais connues.
Le règne d'Élisabeth Ier a été un âge d'or, une période de prospérité, d'expansion culturelle et de puissance politique. Élisabeth n'a jamais connu sa mère, Anne ayant été exécutée quand elle n'avait que 2 ans et demi. Mais elle portait en elle l'héritage de cette femme qui avait osé tout risquer. Et d'une certaine manière, le triomphe d'Élisabeth était la revanche posthume d'Anne sur Henri et sur tous ceux qui l'avaient trahi. C'est peut-être pour cela que l'esprit d'Anne continue de hanter la tour, non pas parce qu'elle est coincée dans la mort, mais parce qu'elle veut que nous nous souvenions. Elle veut que nous sachions ce qui lui est arrivé, que nous voyions l'injustice, que nous comprenions que derrière chaque grande tragédie historique se trouve un être humain qui a souffert, qui a eu peur, qui a aimé et perdu. Les fantômes, dans ce sens, sont des témoins. Ils gardent la mémoire vivante quand le monde préférerait oublier. Les historiens modernes ont largement réhabilité Anne Boleyn. Les preuves suggèrent fortement qu'elle était innocente des crimes dont on l'accusait. Les hommes exécutés avec elle ont probablement été torturés pour avouer des mensonges. Thomas Cromwell, qui a orchestré sa chute, avait ses propres raisons politiques de vouloir l'éliminer. Henri VIII lui-même, dans les années qui ont suivi, s'est remarié 4 fois de plus, se débarrassant de ses épouses avec une régularité inquiétante. Le schéma était clair. Quand Henri se lassait d'une femme, il trouvait un moyen de s'en débarrasser. Anne n'était pas une traîtresse. Elle était une victime, mais reconnaître l'innocence d'Anne ne suffit pas à expliquer pourquoi elle hante encore. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche à la nature même de ce que signifie être humain. Anne Boleyn a vécu une vie extraordinaire. Elle est passée de l'obscurité relative à la royauté. Elle a changé la religion de toute une nation. Elle a défié les conventions. Elle a pris des risques énormes. Et puis, en un instant, tout lui a été arraché. Elle est passée de la gloire absolue à l'humiliation totale, de la salle du trône à l'échafaud. Cette chute vertigineuse, cette inversion complète du destin est le genre d'expérience qui marque l'âme de manière indélébile. Et peut-être que c'est exactement ce que nous voyons quand nous voyons son fantôme. Nous ne voyons pas juste une femme morte. Nous voyons le moment de bascule, le point où tout change, où la vie se transforme en mort, où l'espoir devient désespoir. La Tour de Londres est devenue, pour Anne, le lieu de cette transformation. C'est là que son destin s'est scellé. C'est là qu'elle a affronté sa mortalité. Et c'est là que son esprit, selon les témoignages, revient encore et encore, comme si elle essayait de comprendre ce qui s'est passé, comme si elle cherchait une réponse que même la mort ne peut lui donner. Il y a aussi un aspect plus mystique à considérer. Dans de nombreuses cultures, on croit que les lieux peuvent absorber les émotions intenses. Un endroit où quelqu'un a vécu une terreur extrême, une douleur aiguë, une trahison profonde, peut conserver une empreinte de ses sentiments. La Tour de Londres a été le théâtre de tant d'exécutions, de tant de souffrances, qu'elle serait littéralement imprégnée de ses énergies. Et Anne Boleyn, avec sa mort publique et dramatique, aurait laissé une empreinte particulièrement forte. Son fantôme ne serait pas tant un esprit conscient qu'une sorte d'enregistrement émotionnel, un écho du passé qui se rejoue automatiquement dans certaines conditions. Mais il y a des moments où les apparitions d'Anne semblent trop intelligentes, trop conscientes pour être de simples enregistrements. Il y a ces histoires de gens qui affirment avoir vu Anne les regarder directement, comme si elle les voyait vraiment. Il y a ces témoignages de personnes qui disent avoir ressenti une communication silencieuse, un sentiment de tristesse et de solitude si intense qu'il semblait venir de l'extérieur d'elle-même. Ces expériences suggèrent quelque chose de plus qu'une simple empreinte résiduelle. Elles suggèrent une présence consciente, un être qui existe encore d'une manière que nous ne comprenons pas. Alors, que devons-nous faire de tout cela ? Comment devons-nous réagir face à ces histoires de fantômes, ces témoignages qui s'accumulent depuis des siècles? Tu peux choisir de ne pas y croire, de tout expliquer par l'imagination, la suggestibilité, le désir humain de trouver du sens dans le chaos. C'est une position parfaitement rationnelle.
Mais tu peux aussi choisir de rester ouvert à la possibilité que le monde soit plus étrange, plus mystérieux que ce que nous pensons, que la mort n'est peut-être pas la fin absolue, que certaines histoires, certaines tragédies sont si puissantes qu'elles transcendent le temps et l'espace. La Tour de Londres continue d'attirer des millions de visiteurs chaque année. Beaucoup viennent pour l'histoire, pour voir les joyaux de la couronne, pour marcher dans les pas des rois et des reines. Mais il y en a aussi qui viennent pour Anne. Ils viennent pour se tenir à l'endroit où elle a passé ses derniers jours, pour imaginer ce qu'elle a ressenti, pour rendre hommage à une femme qui a été trahie par l'homme qu'elle aimait et par le système qui était censé la protéger. Et parfois, très rarement, certains de ces visiteurs vivent quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Une présence, un frisson, un moment où le passé semble soudainement très proche. Les gardiens de la tour connaissent ces histoires. Ils les ont entendues tellement de fois qu'ils ne les remettent plus en question. Pour eux, Anne Boleyn fait partie de la tour, au même titre que les murs de pierre et les corbeaux. Elle est là, quelque part, entre le visible et l'invisible, entre le passé et le présent. Et ils la respectent. Ils ne cherchent pas à la chasser ou à la nier. Ils acceptent simplement qu'il y a des choses dans ce monde qui échappent à la logique, des mystères qui ne peuvent pas être résolus par la science ou la raison. Et peut-être que c'est la leçon finale de l'histoire d'Anne Boleyn. Nous vivons dans un monde qui privilégie la certitude, les réponses claires, les explications rationnelles. Mais l'histoire est pleine de zones d'ombre, de questions sans réponse, de tragédies qui ne seront jamais complètement comprises. Anne Boleyn a vécu, elle a aimé, elle a lutté et elle est morte d'une manière horrible et injuste. Son histoire aurait pu être oubliée, enterrée avec elle dans cette chapelle sans pierre tombale. Mais elle ne l'a pas été. Elle est restée vivante, transmise de génération en génération, non seulement à travers les livres d'histoire, mais aussi à travers ces témoignages étranges et troublants de gens qui jurent l'avoir vue. Alors, est-ce que le fantôme d'Anne Boleyn hante vraiment la Tour de Londres? Franchement, personne ne peut le dire avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que son histoire nous hante, nous qui vivons des siècles après sa mort. Elle nous hante parce qu'elle nous rappelle la fragilité du pouvoir, l'injustice des systèmes qui sacrifient les individus pour des raisons politiques, et la force extraordinaire qu'il faut pour affronter sa propre mortalité avec dignité. Anne Boleyn était une femme réelle, pas un symbole, pas un fantôme, mais une personne en chair et en os, qui a vécu et souffert. Et si son esprit revient encore aujourd'hui, peut-être que c'est simplement pour nous rappeler qu'elle a existé, qu'elle comptait, et que son histoire mérite d'être racontée encore et encore. La Tour de Londres se dresse toujours, massive et imposante, au cœur de Londres moderne. Les touristes prennent des photos, les enfants courent sur les pelouses, les corbeaux croassent dans la lumière du jour. Mais quand la nuit tombe, quand les visiteurs sont partis et que les portes se ferment, la tour retrouve son silence ancien. Et c'est là, dans ces heures sombres et tranquilles, que les gardes font leur ronde, marchant dans des couloirs qui ont vu passer des siècles d'histoire. Et parfois, juste parfois, ils voient quelque chose du coin de l'œil, une ombre qui ne devrait pas être là. Une silhouette qui disparaît dès, ils tournent la tête pour mieux voir. Une silhouette qui disparaît quand ils tournent la tête pour mieux voir. Une présence qui reste juste hors de portée, éternellement prisonnière, entre deux mondes. Anne Boleyn, la reine qui a tout perdu, continue sa veille silencieuse, et la tour garde son secret.